Bonjour à tous et bienvenue dans les Rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire sur KTV dans lequel nous abordons l'actualité de la semaine, l'actualité locale. Je vous laisse découvrir l'autre invité de ce jour qui n'est autre que Fatima Ousseni. On va la retrouver. Je viens de retrouver notre invitée qui n'est autre que Fatima Ousseni, avocat à la cour, inscrite au barreau de Mamoudzou. Fatima, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je suis plutôt contente d'être là. Le cadre est superbe. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Puis pour ce qui est du cadre, vous l'avez également choisi. Oui. Pourquoi Fatima ? Un des conférenciers du Festival d'art contemporain des Comores, Feu Sud Elfuma, puisqu'il nous a quittés il y a très peu de temps, qui avait réalisé un film sur ce site. Il avait répertorié tous les lieux de mémoire de l'esclavage dans le cadre du projet de l'UNESCO, La Route de l'esclave, dont on fête là actuellement les 20 ans. Lui, il avait travaillé dans la première décennie. Et à Mayotte, dans l'océan Indien, c'était un des lieux phares où il y a eu plusieurs œuvres. Certaines ont été détruites, notamment une sculpture de bois. Mais là, vous avez derrière une très belle sculpture qui rappelle cette histoire qui est nécessaire de garder présente à l'esprit. Un cadre superbe qui va nous permettre d'aborder l'actualité de cette semaine, l'actualité locale, dans laquelle il est question des rythmes scolaires qui ne sont pas pour le moins encore acceptés par les parents d'élèves, par les enseignants, des rythmes scolaires qui ont provoqué des grèves au sein des écoles du premier degré à Mayotte. Fatima, vous en avez entendu parler de ces grèves ? C'est des mouvements forts de la part de la population. Alors, on a le sentiment qu'il y a des projets qui sont pensés dans les ministères à Paris, avec peut-être un regard, mais voilà, c'est... Je vous laisse regarder ce reportage de Kaby Leka et de Nourdine Ibrahim qui nous ont dit beaucoup sur la situation. Alors qu'on pensait qu'une trêve avait été décidée, ce matin, les voix des parents d'élèves se sont à nouveau soulevées contre l'application des nouveaux rythmes scolaires. À l'heure où ils auraient dû amener leurs enfants en classe, les parents d'élèves de Tsunzu 2 ont tout simplement choisi de bloquer l'accès à l'établissement. À Tsunzu 2, le SNUPP a apporté son soutien aux parents d'élèves, signe que le mouvement de l'intersyndicale n'est pas non plus prêt à baisser ses gardes. Mais au sein des parents d'élèves de la ville, un autre conflit semble aujourd'hui se dessiner. Alors qu'hier, les premiers conseils d'école ont été organisés aux quatre coins de l'île, aucune réelle avancée ne se dégage. Il est difficile de dire ce qui pourrait bien se passer dans les prochains jours. Sur ce sujet encore brûlant, les réactions des parents d'élèves semblent bel et bien imprévisibles. Fatima, nous voyons ces parents d'élèves très remontés. Vous comprenez leur position ? Il y a un rythme scolaire particulier sur l'île de Mayotte, qui est le système de la rotation. Le système qui est mis en place par cette loi nouvelle qui s'applique à partir de la rentrée 2014, elle n'a pas du tout été préparée, semble avoir été que peu préparée, ou insuffisamment en tout cas, avec les parents d'élèves qui sont aujourd'hui pris au dépourvu, qui ne comprennent pas très bien comment ils vont pouvoir assurer la garde de leurs enfants. C'est une rythmique tout à fait différente de ce qui est cours depuis des années. Et je peux comprendre qu'effectivement, il y ait aujourd'hui cette levée de bouclier. Les parents sont fâchés, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les syndicats, je crois que le SNUP a même projeté aussi des mouvements de mobilisation, les maires également. Donc c'est quand même quelque chose qui est généralisé. L'administration centrale, le vice-rectorat, la préfecture ont peut-être un peu du mal à expliquer comment
Ce projet peut être appliqué localement. Mais que cette grève intervienne après la rentrée, donc les enfants sont censés aller à l'école. Donc ils sont quand même pénalisés, ces écoles qui ferment. Donc déjà, comme vous disiez, vous parliez des rythmes scolaires avec des rotations, ce qui veut dire que le peu qui devait être assuré, pour l'instant, ne l'est pas, ou alors difficilement. Comment ça va se passer? C'est quand même assez compliqué. Alors comment ça va se passer, je ne sais pas trop, mais en fait, on comprend que ce soit au moment où les écoles ont été réouvertes à la rentrée, que les difficultés sont de plus en plus prégnantes et que les parents réagissent maintenant. Ça, on peut tout à fait le concevoir. Je crois qu'il faut, à mon sens, une concertation bien plus poussée. On a toujours ce sentiment là de ces dossiers qui sont travaillés dans les ministères avec des technocrates très intelligents, mais très peu au fait de nos réalités. Et là, je le dis rapidement, mais c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire que la jeunesse de ce pays vraiment prenne à bras-le-corps ces sujets. Il nous faut des techniciens de haut niveau qui vont justement occuper le terrain et expliquer, parce que eux, ils connaîtront mieux. Qui auront un regard plus pratique. Mais personne ne connaîtra mieux que leur territoire. Et ils pourront alors expliquer les choses. Alors il faut que les jeunes fassent des études à la hauteur de ces attentes. Justement, on va venir sur un sujet qui aborde également cet aspect-là. L'université de Mayotte, qui a ouvert ses portes ces dernières années, et une université qui, semble-t-il, est victime de son succès dans la mesure où, depuis quelque temps, depuis cette rentrée, le nombre d'inscrits déborde comparé au nombre de places disponibles. Je vous laisse regarder ce sujet de Nourdine Abdourahim et de Fred Souleymana. Proximité, suivi, famille, logement, autant de raisons qui poussent de plus en plus d'étudiants mahorais à déposer un dossier au CUFRE de Mayotte. Le centre universitaire, c'est 6 filières divisées en 3 départements, sciences, sciences humaines et droit AES. Sur le moyen terme, d'autres filières doivent voir le jour, comme le sport. Et malgré les difficultés, les étudiants se pressent à Dembéni. Le problème que nous rencontrons, c'est au niveau du transport. Par exemple, si nous avons cours à 15 heures, nous sommes obligés de suivre le transport depuis 6 heures du matin. Du coup, on galère du matin jusqu'à l'heure des cours. Des soucis pour certains élèves qui ne nuisent pas au succès du centre universitaire. En effet, depuis la rentrée, le centre se diversifie et propose une nouvelle formation professionnelle qui s'adresse à tous les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent se présenter à des concours administratifs. Aujourd'hui, avec ce succès croissant, il faut rapidement penser à l'avenir. Nous ouvrons un diplôme universitaire également pour les fonctionnaires, mais nous ne pouvons pas, en l'état, ouvrir de nouvelles filières ou accueillir plus d'étudiants. Nous avons mis en place un certain nombre de démarches auprès des différents ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Outre-mer nous soutiennent activement en vue de mettre en place un véritable campus universitaire qui pourra accueillir à terme 2500-3000 étudiants. 850 étudiants sont scolarisés au centre universitaire. C'est 100 de plus que l'année dernière. Les structures doivent suivre rapidement. Ainsi, le 17 septembre prochain, la commission de sécurité passera pour évaluer le nouvel amphithéâtre qui sera mis à disposition dès l'année prochaine. Un amphithéâtre de 240 places qui aura coûté plus de 2 millions d'euros. On vient de voir ce reportage Fatima où les jeunes Mahorais sont vraiment motivés pour aller plus loin dans leurs études. Donc l'université de Mayotte est censée être une opportunité justement pour eux, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas quitter l'île. Parce qu'on sait que d'habitude les jeunes quittent le territoire pour aller continuer leurs études universitaires. Pour ceux qui sont là, on voit par contre que les places ne sont pas forcément disponibles pour tous. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est votre sentiment sur cette situation à Mayotte? C'est une très bonne chose que l'école existe. Elle n'existe pas depuis si longtemps que ça, cette université de Mayotte. Je crois que c'est 2011. Donc c'est quand même très récent. Qu'elle soit dès à présent saturée, c'est pas du tout étonnant. C'est vraiment la règle en général à Mayotte. Dès qu'on crée des structures pour accueillir en grand nombre, on se retrouve très vite dépassé par l'événement parce qu'on ne voit pas assez grand. Et de fait, l'université, elle reste quand même une institution très modeste puisqu'elle ne balaie pas tous les axes, tous les enseignements qui peuvent être dispensés
rentrer dans une université classique comme on peut les rencontrer en métropole. On a, je crois, droit à ES, sciences et technologies, et le troisième volet, lettres et sciences humaines peut-être, en tout cas lettres. Donc ça reste quand même très limité, avec 2 unités de recherche qui pour le coup sont très spécifiques à Mayotte et donc très intéressantes, mais ça reste limité. La règle, c'est quand même de quitter le territoire jusqu'à présent, dont on connaît quand même les déboires pour nos enfants. 90% de taux d'échec, et ça c'est quelque chose qu'il conviendrait de pouvoir renverser. Cette université, c'est une véritable opportunité de ce point de vue, à condition effectivement qu'on s'en donne les moyens. Alors de voir que déjà les places font défaut, ça laisse à réfléchir, réellement. Quand vous dites la règle, c'est de partir à l'extérieur. Absolument. Mais pour ceux qui ne veulent pas, il y a des jeunes Mahorais qui ne veulent pas quitter Mayotte. Ils ne sont pas si nombreux et oui. ce sont des choix. Et pourtant, le choix ne manque pas de pertinence, je crois, de rester. On a son bac, on a 18 ans, on est très jeune et il est encore bon de rester dans le cadre familial parce qu'on est quand même qu'un jeune adolescent, on n'est pas encore véritablement adulte, même si on a cette majorité légale. De partir au loin dans un pays, alors c'est généralement la métropole, il y fait froid, un hébergement différent, prendre en charge toute sa vie, le quotidien, manger, dormir, etc. Assumer tout ça, c'est extrêmement difficile et ça fait perdre de l'énergie, de la disponibilité intellectuelle pour la réussite des études. Donc rester auprès de ses parents pour faire ses études, c'est un excellent choix. Maintenant, est-ce que ici, on peut trouver toutes les filières? Donc finalement, on réalise que l'écrasante majorité quand même de nos jeunes, après leur baccalauréat, c'est bien d'aller étudier en métropole et ceux qui restent sont quand même une part extrêmement marginale. Et pourtant, vous voyez, avec cette part marginale, on est encore... Donc peut-être le temps de trouver la juste mesure, le temps d'ajuster, mais on a quand même le sentiment que d'un côté comme d'un autre, que ce soit au niveau de ceux qui mettent en place les projets, de ceux qui doivent en bénéficier, il y a quand même un fossé, on n'arrive pas forcément à évaluer jusque quand, les Mahorais peut-être se posent la question, jusque quand ça va durer en fait. Quand est-ce qu'il y aura le déclic peut-être pour ajuster les projets avec la réalité du terrain? Oui, c'est un petit peu ce dont on parlait à l'instant à propos des rythmes scolaires, où on a cette lacune aussi d'établissements scolaires flagrante qui pose souci justement pour la mise en application de cette réforme législative. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ou alors, on a toujours un regard peu ambitieux pour Mayotte en se disant ça va suffire. Et finalement... la preuve que les choses changent du côté des Mahorais, on a beaucoup plus comment dire ça, on a envie d'aller plus loin, donc du coup il faut peut-être que ça soit pris en compte également. On n'a pas suffisamment de Mahorais qui s'impliquent dans la décision. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que les niveaux d'éducation, d'enseignement qui sont dispensés soient importants, soient élevés. Il nous faut des Mahorais ingénieurs, il nous faut des Mahorais... Miser sur l'excellence. Voilà, c'est cela. À favoriser. Alors, pourquoi pas la création d'une classe préparatoire ou 2 classes préparatoires, 2 au pluriel, pour préparer à des enseignements de qualité. Alors, c'est un pari sur le long terme. Le court terme, un moyen terme on va dire, c'est un pari sur le moyen terme, pour permettre à cette jeunesse brillante de pouvoir se saisir de ses fonctions et de penser. On a déjà de l'excellence localement, elle n'est peut-être pas suffisamment exploitée, elle est peut-être aussi marginale, elle n'est pas suffisamment vue, mais il faut développer ces choses-là, puis arrêter de laisser Paris toujours décider dans les alcôves des ministères. Autre sujet, Fatima, qui a marqué l'actualité de cette semaine, ce plan d'action régional autisme. Donc c'est le plan d'action régional qui vise à mieux prendre en compte les jeunes enfants atteints d'autisme par rapport à tout ce qui est éducation, prise en charge. Donc l'ARS a lancé ce plan d'action. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Après 1 an de travaux et de concertation, le plan d'action régional autisme est fin prêt à être appliqué. Au-delà de ressources supplémentaires allouées à la prise en charge, la scolarisation ou l'insertion vers l'emploi, c'est surtout sur l'amélioration du diagnostic que l'Agence régionale de santé se concentre aujourd'hui. Car l'autisme est un mal encore méconnu et pas seulement à Mayotte. C'est un problème général en France. On ne sait pas très bien combien sont les personnes autistes et on ne sait pas non plus très bien où elles sont prises en charge. Donc c'est l'importance du dépistage, du diagnostic et même avant du repérage. C'est-à-dire que tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants ou les adultes, notamment la PMI, à l'école, les professionnels de santé, sachent ce que c'est que l'autisme et puissent, si jamais ils ont un doute, orienter ces personnes vers des équipes spécialisées pour poser un diagnostic et ensuite assurer la prise en charge.
Sur les 2 millions d'euros de budget total, 130 000 euros seront spécifiquement utilisés pour structurer le réseau de diagnostic avec la mise en place d'une équipe labellisée. Mais l'autisme n'est pas le seul handicap concerné par ce nouveau plan. 650 000 euros sont aussi destinés à l'amélioration de la prise en charge de personnes souffrant notamment de déficiences intellectuelles ou sensorielles. À ce titre, 50 places supplémentaires en centres médico-sociaux seront créées et l'accompagnement en milieu scolaire sera renforcé avec le concours du vice-rectorat. Alors, la scolarisation des élèves en situation de handicap est évidemment une priorité du vice-rectorat, tout simplement parce que nous devons pouvoir donner à tous les enfants en âge de la scolarisation, de donner les apprentissages qui leur sont dus. Donc ces élèves sont différents de fait de leur situation de handicap. Donc le vice-rectorat de Mayotte, comme partout ailleurs en métropole, on adapte les réponses pédagogiques au regard des besoins qui nous sont notifiés par la MPH. Les enfants handicapés représentent près de 0,8% des effectifs scolaires de l'île. Et même s'il reste des problèmes à soulever, leur prise en charge a bien évolué. Depuis 5 ans, le budget alloué à l'achat d'équipements scolaires adaptés au handicap a été multiplié par 3 et le nombre d'auxiliaires de vie par 5. Des moyens qui devraient encore être renforcés dans les années à venir. Oui, Fatima, on voit que ce plan d'action régional autisme intervient plus d'un an après la visite de la ministre alors chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti. Qu'est-ce que ça vous inspire comme... Ça me fait sourire parce qu'on voit vraiment qu'effectivement, c'est quand on vient sur place, quand on est face aux réalités, à l'empirisme, qu'on réalise ce qui doit être réalisé, accompli et... voilà, donc il faudrait une prise plus grande avec le quotidien. Et c'est pas faute d'avoir des agents de l'État sur place, parce que les autorités déconcentrées sont là, les décentralisées également. Voilà, c'est un peu surprenant. En tout cas, c'est heureux et on espère que dans ce domaine très particulier où on a beaucoup de mal à percevoir les personnes qui en souffrent, j'espère que ça va permettre des progrès conséquents. Parce qu'on voit que même en France, en Hexagone, le problème de l'autisme est quand même très compliqué. La prise en charge est très difficile. Donc à Mayotte... C'est une maladie très difficile exactement, à déceler. Voilà. À Mayotte, là, on parle d'abord d'améliorer le diagnostic. On n'est peut-être pas encore forcément on n'a pas forcément les réponses ou sur comment ça va se passer au niveau de la prise en charge, mais déjà qu'un diagnostic se fasse, c'est déjà pas mal. Mais je continue à penser qu'il faut demeurer extrêmement ambitieux, demander toujours plus que des normalisations en fait, pour que le territoire se développe sereinement et dans de bonnes conditions. On va à présent, Fatima, écouter la directrice de la MPH, la Maison pour les personnes handicapées, Madame Mariam Saïd Kalam, qui, elle, nous parle de sa situation au quotidien. Elle nous fait comprendre que, justement, concernant les personnes handicapées, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à prendre en charge. On l'écoute, elle était l'invitée du temps de parole. Il y a 2 possibilités. Si c'est un enfant qui est déjà scolarisé, on a des enseignants référents qui sont mis à disposition par le vice-rectorat, donc qui font ce travail-là auprès des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires, de premier degré, second degré aussi. Voilà, établissement classique. Donc, à l'issue d'une réunion d'équipe pédagogique, quand il y a effectivement quelque chose qui a alerté les enseignants, ils se réunissent et à partir de là, ils vont décider d'enclencher une procédure de saisine à la MPH. Donc là-dessus, il y a une prise en charge, il y a un accompagnement en tout cas d'un enseignant référent mis à disposition par le vice-rectorat qui accompagne les familles pour constituer les dossiers. Donc si c'est un enfant qui n'est pas scolarisé, les parents s'adressent directement à la MPH, qui est le siège qui se trouve à Mamoudzou. Nos professionnels tiennent des permanences dans les différents centres d'action sociaux également. Alors Mariam, j'ai plusieurs questions évidemment. Est-ce qu'il y a des centres à Mayotte capables d'accueillir nos enfants handicapés ?
Il y a des centres, parce que ça devrait exister. En tout cas, on a des établissements médico-sociaux qui ont été agréés par l'ARS en fin 2012. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'en existe pas. Ceci dit, je pense qu'à un moment donné, il faudra que chacun assume ses responsabilités. Nous, on est là pour identifier les besoins de la personne. Si on fait abstraction à ce qui existe ou ce qui n'existe pas, on reçoit la personne au vu des éléments médico-sociaux en notre possession, on évalue le dossier et on se prononce sur le besoin de la personne. Si c'est une personne qui a besoin de fauteuil roulant pour circuler, si c'est un enfant qui a besoin d'être scolarisé, si c'est un enfant qui a besoin de prestations sociales via la CAF pour qu'il puisse vivre, on essaie de compenser l'handicap au vu des besoins. À partir de là, on oriente chez les partenaires. Si ce sont des prestations sociales, c'est orienté à la CAF, de droit commun bien évidemment, et la CAF va, selon ses conditions d'éligibilité interne, se prononcer sur la décision d'attribuer ces prestations à cet enfant ou pas. C'est quand même une décision d'une commission qui est formalisée avec les personnes qui sont autour de cette table. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça. Un drôle de métier quand même, parce que peut-être encore plus compliqué à Mayotte, parce qu'on le voit bien, tous les établissements, toutes les entreprises, même certaines écoles ne sont pas forcément adaptées aux personnes handicapées. Et ça complique votre mission. C'est pourquoi j'ai dit qu'à un moment donné, chacun doit assumer ses responsabilités, parce que nous, on était quand même à Mayotte. L'enfant handicapé était gardé au sein de la famille, protégé vraiment contre tout ce qui est extérieur, protégé aussi contre d'éventuels dangers, parce que c'était une personne qui était considérée comme étant fragile. Mais cette éducation traditionnelle avait ses limites dans la mesure où, en gardant cet enfant au sein de la famille, ça a contribué à l'exclure socialement. Alors que la loi de 2005 qui a carrément révolutionné, révolutionné l'organisation sociale des familles mahoraises, c'est de permettre, c'est vraiment de considérer l'enfant comme étant une personne à part entière, l'enfant handicapé. La culture mahoraise, ça ? Moi, je pense que c'est une révolution parce que, en tout cas, il y a eu des transformations de l'organisation sociale de la famille mahoraise, étant donné que maintenant, l'enfant handicapé est considéré comme étant un enfant de plein droit. De ce fait, il a le droit de la scolarisation, de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle pour ceux qui ont la possibilité de suivre des formations professionnelles. À partir de là, ça bouleverse l'organisation sociale. Fatima, on voit que la directrice de la maison pour les personnes handicapées nous parle de responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le monde bouge et Mayotte n'échappe pas à la règle. Les structures familiales, ancestrales ne sont peut-être plus de mise aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes solidarités et donc la personne publique, le monde associatif se substitue aux choses. Est-on réellement préparé à tout cela ? La question mérite d'être posée. Comme quoi, Fatima, les choses bougent à Mayotte et c'est plutôt positif. Je vous retrouve donc juste après cette courte page de pub pour la suite de Rendez-vous de l'info. Vous êtes dans les rendez-vous de l'info sur KTV. Avec moi, Fatima Ousseni, avocate à la cour, inscrite au barreau de Mamoudzou. Fatima, vous êtes avec nous et depuis tout à l'heure, on a évoqué beaucoup de sujets d'actualité. On va continuer. Et le sujet qui va intervenir juste après, c'est celui concernant ce décret qui aborde en fait les indemnités que doivent percevoir les médecins, les praticiens de la santé. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Les médecins qui s'engageront à demeurer 4 ans en poste sur le département percevront l'indexation de 40%, mais également une indemnité particulière d'exercice, soit 16 mois de salaire. Elle est majorée de 5% pour chaque enfant à charge et de 10% pour le conjoint. Mais la durée imposée de 4 ans à travailler sur le territoire n'est pas modifiable. Ainsi, si le contrat est brisé à la 3e année, le médecin devra rembourser les sommes perçues, soit 12 mois de salaire, puisque le versement de l'IPE se fait à raison de 4 versements, un par an sur 4 ans. On pourrait espérer qu'il y ait au moins 2 médecins par commune, histoire de s'occuper de tous ceux qui peuvent tomber malades. Et peut-être que c'est pour ces gens-là un moyen
d'exprimer que ces sous-effectifs ne sont pas compensés par le montant des indemnités qu'on leur propose. Voilà. Se manifester, faire des grèves tout de suite alors qu'il y a des familles pauvres et aussi des gens qui attendent d'être soignés, qu'ils soient dans les îles voisines ou ici même à Mayotte. Je vois que c'est un peu pousser la porte aux élus, même à l'État, sachant que les populations, ils ont rien quoi en fait. Voilà. Les demandes qui avaient été formulées auprès du ministère n'ont pas été suivies pour la plupart. La durée citée de 4 ans ne plaît pas, elle est jugée trop longue par certains. L'une des priorités, ne pas handicaper l'éducation des enfants en les plaçant dans un système scolaire problématique. D'abord, demander à des praticiens qui auraient passé 2 ans et demi, 3 ans de rembourser toute la prime depuis le début, ça n'existe nulle part, ni pour aucun fonctionnaire, qu'il soit magistrat ou dans l'enseignement ou ailleurs. On va demander à nos confrères quelle est leur position. On a déjà entendu beaucoup de critiques aussi de leur part, donc on a quand même une analyse à peu près commune. Vous savez qu'il y a moins de 24 heures, un chirurgien, nous l'avons envoyé en urgence à La Réunion. Les gens sont fatigués de tenir Mayotte à bout de bras. Toujours des problèmes d'attractivité. Sur 193 postes, plus d'une centaine ne sont pas occupés. Ils sont assurés par des praticiens vacataires venus de l'extérieur pour des missions de courte durée. Un décret qui ne sera pas suffisant pour attirer ces professionnels trouvant de bien meilleures perspectives ailleurs, notamment à La Réunion. Donc on vient de le voir, Fatima, des praticiens de la santé qui sont remontés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? La loi qui intervient, elle tire les conséquences d'une pratique et de décisions qui ont été rendues par les tribunaux pour des situations très spécifiques à Mayotte. Le texte qui régissait la matière autrefois, c'était un texte de 1950, et une décision du Conseil d'État qui a permis à l'ensemble du corps de la santé, pas simplement les praticiens hospitaliers qui sont aujourd'hui concernés par la loi, de bénéficier de l'équivalent d'indemnité d'éloignement qu'on connaît pour les autres fonctionnaires du territoire. Donc je précise qu'à part la police nationale, ils sont tous tenus à une présence de 4 ans, un contrat de 2 ans renouvelable une fois. Et généralement, les gens se battent plutôt pour rester, demeurer sur le territoire et y revenir, ce qui n'est pas toujours acquis pour tous. Les administrations n'acceptent pas systématiquement. Donc je disais, cette réforme est venue mettre en pratique, en fait réguler pour les praticiens hospitaliers en particulier, parce qu'ils sont quand même le cœur. Les praticiens hospitaliers, ce sont des médecins de haut niveau, c'est quand même le cœur du système hospitalier. Leur permettre de rester et de structurer un service. Sans eux, ça ne peut pas se faire. Donc il était important d'avoir une certitude sur un temps de présence et sur des actes, des accès aux soins de qualité et d'importance. Donc cette loi, elle est plutôt heureuse et elle ressemble quand même beaucoup à ce que les autres ont dans les autres domaines de la fonction publique ici à Mayotte. Donc du coup, pour eux, le fait que les 4 années soient trop longues, ça montre bien qu'il faut quand même un certain temps pour que les choses se mettent en place. Donc 4 années trop longues, vous pensez que c'est le minimum au moins pour qu'on puisse fixer les choses ? Quand on est à Mayotte, 4 années, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, les contrats de la plus grosse administration locale, qui est l'éducation nationale, c'est 2 ans et 2 ans, c'est bien 4 années. À la DEAL, enfin toutes les autres institutions, toutes les autres structures sont sur ce rythme-là. Voilà. Sauf la police nationale, ils sont à 3 ans. Voilà. Là, en fait, les 4 années minimum, c'est pour pouvoir maintenir justement cette indexation de 40% et ces indemnités d'exercice qui sont équivalentes à 16 mois de salaire. Donc pour ceux qui ne resteraient pas 4 années, il faudra effectuer des remboursements. Effectivement, il y a un argument financier pour leur permettre de penser qu'ils peuvent rester. Et il faut quand même qu'il y ait une contrepartie matérielle et qui est celle-là. Je ne trouve pas cette réforme particulièrement choquante. Je peux entendre, d'ailleurs les médecins, les praticiens hospitaliers que nous avons ici, ils sont légion, ceux qui restent plus de 4 ans. Il y en a qui ont passé des 12, des 14 ans, des 16 ans sur le territoire. Hein. Ce ne sont pas des cas isolés. Alors peut-être que le niveau médical ici est moins élevé. Je peux tout à fait l'entendre et concevoir, et que peut-être ça crée une minoration de leurs compétences. Mais justement, je crois que c'est l'occasion de se battre pour obtenir l'accomplissement localement d'actes de soins et d'actes médicaux qui n'ont peut-être pas besoin d'être exportés systématiquement vers la Réunion ou la métropole, hein, parce que justement ces praticiens hospitaliers sont présents désormais.
Donc ils ont prévu, ces médecins, justement de contester, de montrer leur contestation dans un mouvement qui se tiendra le 18 septembre. Pour la population mahoraise, c'est quand même... c'est difficile justement d'avoir l'impression que ces médecins qui sont censés avoir une pratique justement plus axée sur la santé, sur le fait de vouloir sauver des vies, ou peut-être dans l'extrême, mais soigner, soient attachés à ces histoires d'indemnité, d'indexation. Ça fait un peu, pour les Mahorais, c'est un peu difficile à comprendre et à digérer peut-être. Il faut comprendre que ce sont des professionnels de la santé, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui sont des parents, qui sont des conjoints, qui mènent une vie ici, loin de leur foyer d'origine, et qu'il est important que leurs conditions de vie soient bonnes. Je vous disais tout à l'heure, on entérine ici, pour eux, les praticiens hospitaliers, une pratique jurisprudentielle. Il y a eu beaucoup de réclamations qui ont été faites devant les tribunaux administratifs de Mayotte et de toute la France d'ailleurs, grâce auxquels c'est l'ensemble du corps médical qui exerçait à Mayotte a obtenu ces fameuses indemnités d'éloignement similaires aux autres corps. Donc il n'est pas normal que les gens aient besoin de cette indemnité pour vivre localement, parce que c'est vrai, le coût de la vie est quand même élevé, et ça n'est pas qu'une question matérielle. Lorsque vous êtes bien sur le territoire... Pour le Mahorais, qui vit sur place, on sait que les hôpitaux, on a besoin justement de praticiens. Moi, je me mets à la place de ces Mahorais qui ont besoin de soins, parce que beaucoup doivent partir à La Réunion ou à l'extérieur, on le voit très bien, pour aller se faire soigner. Déjà, pour ceux qui sont sur place, de dire, parce qu'en fait, moi, c'est peut-être réducteur ce que je dis, mais j'essaie de me mettre à la place de ces gens qui vont entendre parler de ces mouvements qui se préparent. On ne sait pas trop comment se positionner. Alors, je ne voudrais pas parler à la place de ces médecins, mais je veux simplement dire que lorsque les gens en viennent à manifester, c'est que leurs conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. Ils ne pourront pas travailler correctement, en équilibre sur le territoire, à Mayotte, s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que cette indemnité d'éloignement, elle n'est pas piètre, elle n'est pas ridicule. Cette obligation de demeurer sur le territoire, on n'est quand même pas trop mal lotis. On a un des plus beaux lagons du monde. On a du soleil quasiment tous les jours. Bon, c'est vrai que ça manque un peu d'activités mondaines, culturelles, etc. Mais bon, après chacun s'organise. Il y a quand même plus malheureux que la vie à Mayotte. Et je disais, sur le plan professionnel, je pense que c'est l'occasion justement de poser des exigences pour qu'un certain nombre d'actes médicaux soient accomplis sur le territoire, et pourquoi pas en faisant venir de temps en temps d'éminents professeurs pour de la formation, pour de l'accompagnement, pour parfaire un petit peu les connaissances. Les praticiens hospitaliers ce sont des médecins de très haut vol. Bien sûr. De très haut vol. Ce sont les médecins qui sont... Bon, déjà, les études de médecine en soi sont extrêmement longues et difficiles et ardues. Mais en plus, ils passent un concours qui est extrêmement long. Ça n'a rien de... Voilà. Donc, on joue dans une cour de hautes compétences. Autre mouvement de grève dont on a traité cette semaine, la grève des salariés de Jumbo, qui ont tenu à soutenir l'un de leurs collègues qui a été condamné, qui a été poursuivi justement pour diffamation, donc une plainte déposée par la direction. Je vous laisse regarder ce reportage. Le préavis a été déposé hier pour une journée de mobilisation. Dans le calme, sans blocage. Aujourd'hui, ces salariés veulent montrer leur soutien à l'une de leurs collègues. Une plainte a été déposée à l'encontre de la jeune femme qui aurait tenu des propos diffamants à l'encontre de la direction en plein mouvement de grève il y a quelques mois de cela. L'audience avait été reportée une première fois, mais jusqu'au bout, les salariés veulent montrer leur soutien. Le tribunal juste labda nanye sida ma presence yatu itushinda imbe ushinzi imbe mulamba ashinde shongozi ndi mwafaka leo kasfanya greve ambartambishe muntu abale jeje greve yatu karne tombara kone msaidia nerendo belsimia mwezi nkujawabu kinitotula le 17 belsimia muambe tukajabla khair insha Allah taala. Dès demain, le travail reprendra normalement. En attendant, les banderoles se sont invitées au tribunal. La colère des agents est palpable. Les salariés crient à l'injustice. Elle était convoquée parce que pendant notre grève, elle avait tenu des propos que des gens disaient que c'était mal, quoi. C'est envers qui qu'elle a tenu ces propos? Moi, je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Je ne peux pas te dire. C'est envers la direction? Non, je ne sais pas. Le verdict
est attendu pour le 17 septembre. On rappelle que l'affaire Jumbo avait éclaté en janvier avec un employé qui avait eu les mains baladeuses à l'égard d'une chef de rayon. Il avait été convoqué pour un entretien préalable au licenciement et une plainte avait été déposée au pénal. Un mouvement avait été déclenché en soutien à l'accusé, une affaire qui n'est donc pas totalement réglée encore aujourd'hui. Une journée de grève pour soutenir leurs collègues. Fatima, ce mouvement des salariés de Jumbo, justifié, pas justifié ? Qu'un membre du personnel soit aujourd'hui attrait dans une procédure répressive devant un tribunal correctionnel, c'est-à-dire une juridiction qui est susceptible de prononcer des peines infamantes. Le tribunal correctionnel, c'est pas un juge civil. On ne rentre pas au tribunal correctionnel comme on rentre dans une boulangerie. C'est le tribunal qui punit, et qui punit les cambrioleurs, les vendeurs de drogue, ceux qui commettent des atteintes sexuelles. Enfin, c'est quand même une juridiction qui est extrêmement lourde. Donc ce choix procédural n'est pas anodin. Donc qu'il y ait une préposée d'une grosse structure locale qui soit mise en cause de la sorte, je peux comprendre que le personnel s'émeuve de cette situation et vienne me marquer son soutien. Ça, c'est dans l'absolu, oui. Maintenant, l'audience est tenue, je crois que c'était il y a 2 jours ou hier. Il y a 2 jours, mercredi, c'était l'audience correctionnelle de mercredi. Et voilà, l'audience est tenue, ça a été mis en délibéré. Donc le résultat interviendra dans, je pense, quelques semaines. On aura les suites, mais bon, pour ce qui est de cette mobilisation, cette solidarité, oui, je peux tout à fait la comprendre, et elle ne me paraît pas injustifiée. D'accord, donc ces salariés de Jumbo Score, ont eu raison de soutenir leur collègue qui a été justement, comme vous venez de dire, a été déféré devant une juridiction quand même qui punit. Donc qui dit punition dit besoin de soutien. Oui, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, Amina, c'est le choix procédural. C'est-à-dire que dans le monde du travail, on a quand même un juge naturel qui est le tribunal du travail, qu'on appelle le Conseil des prud'hommes en métropole. Et il y avait possibilité de sanctionner l'employeur qui dispose d'un pouvoir disciplinaire. Eh bien, il a aussi d'autres moyens d'exercer une série de sanctions qui peuvent être prononcées. Maintenant, s'il estime que les faits qui ont été perpétrés par cet employé ne relever que du tribunal correctionnel, dont acte, c'est un peu sur... Enfin, voilà. C'est vrai que c'est une démarche extrêmement rare. Donc voilà, que le personnel se mobilise en sa faveur, c'est quelque chose, moi, que je peux tout à fait comprendre en tant que citoyenne et aussi en tant qu'avocate. Donc, il reste à attendre la décision du juge concernant ce dossier. Autre sujet qui porte à conflit aussi, cette plainte d'Aro Maoré auprès de la TIECT. Vous en avez entendu parler, Fatima ? Un petit peu, cette polémique est intéressante en soi parce qu'elle montre que le tourisme intéresse. C'est quand même le parent pauvre, ce qui est tout à fait paradoxal dans une île d'une telle beauté et avec tant de ressources en la matière. Donc déjà ça montre que il y a des hommes et des femmes qui souhaitent en faire leur gagne-pain et d'autres qui continuent à se battre pour cela. Je ne prends pas du tout position parce que les naturalistes... Juste pour rappeler, Fatima, de quoi il s'agit, en fait, c'est l'entreprise Aro Maoré qui a porté plainte auprès de la DIECT contre ces associations qui œuvrent également dans tout ce qui est environnement et tourisme. Une plainte pour concurrence déloyale, à savoir pour cette entreprise, ces associations qui pratiquent des prix faibles, justement viennent les concurrencer sur un terrain sur lequel eux justement pratiquent des prix plus élevés parce que en tant qu'entreprise ont peut-être forcément pas la possibilité d'avoir des prix aussi bas. Donc justement on a eu la réponse, en fait on a reçu dans notre édition le président de l'association Les Naturalistes, Monsieur Charpentier. Il était au micro d'Abi Saïdadinani. On écoute sa réponse concernant cette plainte déposée. À savoir que nous sommes une association, nous avons le droit comme association d'organiser avec nos adhérents les prestations qu'on a envie d'organiser et les activités que nous organisons en fonction de nos statuts. Et je suis quand même tout à fait surpris qu'on vienne nous chercher des poux dans la tête à ce sujet-là.
Alors tout est une question de tarif, il semblerait, puisque pour les adhérents, donc 4 € une sortie, 7 € pour ceux qui ne sont pas adhérents, c'est quand même très peu au vu de ce que proposent les professionnels. Moi, je ne suis pas obligé de m'aligner sur les tarifs des professionnels. Maintenant, si on met 70 € par personne, c'est vrai que l'association va couler de beaux jours. Je crains aussi quand même que dans ce cas-là, on ait beaucoup moins de personnes qui soient intéressées. Il faut quand même rester dans des limites qui soient appréciables. Mais encore une fois, je le précise, nous adressons à un public qui est nos adhérents, plus éventuellement des gens comme par exemple, il arrive assez souvent pendant les vacances d'avoir des familles qui viennent voir des personnes de la famille à Mayotte et qui veulent sortir avec nous. Bon, pour 15 jours, on ne leur demande pas de prendre une adhésion. S'il faut en passer par là et leur demander d'adhérer pour pouvoir continuer de faire des activités avec nous, ça pose aucun problème. Alors vous dites être surpris par la violence de l'attaque, mais est-ce que vous comprenez cet argument de concurrence déloyale ? Alors, je comprends fort bien qu'à Mayotte, le tourisme ne marche pas bien. Et que, certains opérateurs, comme ça semble être le cas, se retournent vers ce qui a l'air de marcher mieux pour essayer de trouver là la cause de tous leurs maux. On vient de voir Fatima Michel Charpentier surpris par cette plainte et justement il ne comprend pas, il aurait souhaité que les choses se fassent différemment, peut-être par le dialogue. Vous, qu'est-ce que vous auriez à dire concernant ce genre de situation ? Déjà, il faut se demander si les prestations qui sont fournies par l'association des naturalistes et la société, cette entreprise commerciale, sont rigoureusement les mêmes. Est-ce qu'effectivement on peut comparer strictement les activités qui sont dispensées ? Parce que les naturalistes de Mayotte, ils sont quand même là depuis très très longtemps et ils ont une expertise du territoire, de son histoire, de son patrimoine, qui est quand même très très particulier et ancien. En plus, il y a une activité de conférence qui est développée par cette structure associative. Ils reçoivent d'éminents chercheurs et ça depuis fort longtemps. Donc ils s'attachent vraiment des connaissances de sachants qui sont tout à fait inédites. Est-ce que et donc les sorties lorsqu'ils les font, il y a tout un travail sur l'histoire, sur l'écologie, l'environnement, etc. qui est fait. Est-ce que la structure commerciale a cette même vocation ? Est-ce que c'est exactement la même chose qu'elle fait ? Je me pose la question, je ne les connais pas. Mais il est vrai que quand même, on espère que les activités, et là en l'occurrence une activité touristique de très haut vol, on espère toujours que ces activités, elles permettent de la création d'emplois. Les associations peuvent embaucher. D'autant plus que Michel Charpentier, lui, n'exclut pas le fait de travailler avec Aroma Auré. Mais il faut de toute façon encourager les entreprises, parce que les entreprises vont payer des charges. Embaucher, donc elle contribue à l'enrichissement de la société, donc c'est important. Donc je ne sais pas, on est en phase administrative, on va voir comment l'inspection du travail va diriger ce litige. On espère qu'ils vont trouver... parce que le domaine est quand même très intéressant, c'est le domaine du tourisme. Et je sais, avec le potentiel que nous avons à Mayotte qui est considérable, on comprendrait mal qu'on fonctionne sur un mode conflictuel, alors qu'il faut développer les structures. Il faudrait qu'il y en ait plus dans d'autres domaines. Le potentiel est évident, c'est un potentiel important, mais sur le terrain, le tourisme à Mayotte ne va pas si bien que ça. Donc peut-être que le peu de touristes, on va dire, qui arrivent, le peu d'activités touristiques qui peut être proposées, ça puisse aussi du coup générer quelques tensions, à savoir qui récupère quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Amina, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut susciter. On n'attend pas le tourisme tranquillement à la maison, il faut susciter. Et le tourisme, ça peut être vous et moi. Nous habitons ici, on a envie, on est juste à côté de la Pointe-Mabou, on est sur des sites que personne ne connaît. Il faut connaître tout ça, il faut nous le proposer, et avec des formules adaptées, des formules jeunesse, des formules scolaires, des formules pour les plus âgés, pour les gens qui travaillent, il y a énormément de choses qui peuvent être faites à la découverte de cette île, tous les chemins. Il faut élargir l'offre touristique. Absolument, alors. Et je pense que c'est pour ça que je dis, c'est dommage qu'il y ait du conflit et du contentieux, alors qu'on souhaiterait tout le contraire, non seulement de l'entente, mais aussi un développement des structures. Moi, je serais d'avis qu'il y ait encore
encore plus d'entreprises ou d'associations, quelle que soit la forme, en tout cas du moment qu'elles créent de l'emploi, pour intervenir dans ce domaine, parce que c'est extraordinaire. Il y a, je suis désolée de le réitérer à chaque fois, un potentiel énorme. L'un des plus beaux lagons du monde, c'est le cas de le dire. On va dire le plus beau lagon du monde, modestement. Modestement, Modestement, moi, je peux comparer. J'ai été plongée ailleurs. J'ai été plongée à la Grande Barrière de Corail il y a 10 ans, très précisément. De très très belles plongées avec nos copains les... Mais pas aussi belle qu'à Mayotte. Je laisse revenir. Avec nos copains les requins, c'était merveilleux. Mais on n'a rien à leur envier. Il n'y a pas on photo. On n'a rien à leur envier. La Grande Barrière de Corail d'Australie, elle est classée patrimoine mondial depuis fort longtemps. Mais justement, donc, Fatima, vous parlez de classer, de classement au patrimoine mondial. Le lagon de Mayotte, justement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce lagon. En plus d'être le plus beau, on aimerait qu'il soit également inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ce que justement souhaitent voir aboutir comme procédure nos élus qui ont pris à bras-le-corps ce sujet qui était déjà défendu par notre député européen, monsieur Younous Omarjee. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Youssouf. Le 19 septembre prochain, en séance plénière du Conseil général, les élus mahorais vont présenter Mayotte afin qu'elle soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, une démarche amorcée en début d'année 2014 par le député européen Younous Omarjee. Le lagon compte parmi les plus vastes du monde et on peut observer une double barrière, phénomène rare puisqu'il en existe moins de 10 au monde. De nombreuses espèces emblématiques menacées sont présentes à Mayotte. De plus, la biodiversité qu'abrite l'île et son lagon demeurent en grande partie inconnues. Les ambitions sont là, mais seront-elles suffisantes pour aboutir à une telle inscription ? L'inscription sur la liste du patrimoine mondial est ensuite évaluée par 2 organisations consultatives indépendantes désignées par la Convention du patrimoine mondial, le Conseil international des monuments et des sites et l'Union mondiale pour la nature, qui fournissent respectivement au Comité du patrimoine mondial des évaluations des sites culturels et naturels proposés pour inscription. Il faut savoir qu'au niveau international, il y a environ 1 millier de sites qui sont classés patrimoine mondial. Sur ce millier, il y en a à peine 200 qui sont des sites naturels. Et pour la France, par exemple, il doit y avoir une quarantaine de sites et 4 seulement qui sont des sites naturels. La simple volonté du chef de l'État François Hollande pourrait à elle seule faire avancer le dossier bien plus vite que la procédure ne l'impose, afin de servir la préservation de l'environnement mais aussi la promotion du tourisme qui prendrait alors une dimension extraordinaire. Fatima, donc nos élus, donc beaucoup de bruit autour de ce lagon. Votre soutien ? C'est une excellente idée. Alors le lagon, on parlait tout à l'heure de ces structures qui œuvrent dans le tourisme. Le lagon, c'est un joyau. Une opportunité. Combien de Mahorais ont pu l'admirer, voilà. Enfin, en tout cas, quand je plongeais, je voyais personne. Ça fait longtemps que je ne plonge plus, un petit niveau 2, bon quand même. Je voyais pas beaucoup de Mahorais, et même quand on va sur les îlots aujourd'hui encore, on n'en voit toujours pas. Enfin, donc il est pas suffisamment exploité, et voilà, peut-être les Mahorais ne profitent pas suffisamment de leur lagon. Oui, absolument. Alors le lagon, c'est pas que de la beauté, c'est aussi un écosystème infiniment précieux. Le respecter, le protéger. Voilà, mais le connaître. On espère que justement cette procédure aboutira, que Mayotte, le lagon de Mayotte sera inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Fatima, avant de nous quitter, j'aimerais évoquer aussi un projet qui a été mis en place, ça fait déjà 2 ou 3 éditions, qui vous tient énormément à cœur, le Festival des arts contemporains des Comores, dont vous êtes justement la présidente. Oui, vous pouvez nous en parler ? C'est un événement qui est né il y a un peu plus de 4 ans maintenant et qui se déploie sur un triptyque, les arts, les sciences et l'éducation, les jeunes. Donc aujourd'hui, on a des structures qui rayonnent jusqu'en Guyane, qui pourvoient à la réalisation de cet événement qui se tient tous les 2 ans. Là, nous préparons la 3e édition. On fait travailler les élèves pendant l'année scolaire. Ça va démarrer bientôt en coopération avec les rectorats de La Réunion, de Mayotte, de Guyane,
aussi dans les îles d'Anjouan, de Moïli et de Grande Comore, avec la direction de l'enseignement. On fait travailler les enfants sur le socle conceptuel de l'événement qui est la connaissance de soi. Donc vous comprenez qu'on est l'intérêt de parler d'histoire, de ce que nous sommes, pour permettre à cette jeunesse de pouvoir construire son futur et de se projeter. À travers l'art. Voilà, à travers l'art. Donc, et on fait échanger, exposer les plasticiens qui sont très peu connus de leur public partout. La dernière édition, si mes souvenirs sont bons, a eu lieu il y a quelques mois. Voilà, tout à fait. C'était en mai-juin, fin mai, début juin. La prochaine 2014. Aura lieu quand, Fatima ? Certainement septembre 2016, nous l'espérons. Nous notons cette date dans notre agenda. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Elle touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.